Alors, on va entendre la vision d'industriels, donc du numérique, pour discuter donc d'infrastructures, des données d'infrastructures et de la mobilité. Quelles sont les tendances de l'industrie et les technologies de pointe? Deux invités vont se partager les 20 prochaines minutes. Monsieur Alain Lapierre, qui est vice-président développement de logiciels chez Bentley Systems, une entreprise canadienne. Et Monsieur Lapierre a plus de 30 ans d'expérience. Il a complété plusieurs projets dans des spécialités telles que CAD, géospatial, 3D, imagerie et j'en nomme, que je ne comprends pas, vous le voyez forcément. L'informatique nuagique, ça je comprends. Application mobile, ça va. Et Monsieur François Valois, que j'invite également, qui est directeur gestion de produits géospatial, civil et mines chez Bentley Systems également. Il a auparavant travaillé chez Esri à Redlands, en Californie, comme ingénieur, dessinateur de produits. Alors, je vous invite à poursuivre tous les deux pendant voilà, les prochaines minutes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'en profite tout de suite pour féliciter l'organisation. Je trouve ça formidable, la nouvelle formule qu'ils ont innové avec cette salle superbe et d'avoir tout le monde ensemble et de donner la chance à des gens comme nous de s'adresser à tout le monde. Alors, merci Annick et Daniel pour cette belle initiative. Alors, François et moi sommes de Bentley Systems, travaillons ici au bureau de Québec et j'en profite pour annoncer que nous avons un projet d'agrandissement du bureau de Québec pour passer d'une capacité de 60 à 100. Donc, on remercie nos utilisateurs de nous permettre de faire cette croissance et d'engager encore plus de monde dans la région de Québec. Commençons. Notre présentation est comment on peut rendre les villes encore plus intelligentes en facilitant la mobilité de l'information, des données sur les infrastructures qui la composent. Et il y a toutes sortes de technologies qui sortent de jour en jour. Il y a des tendances dans le marché. Alors, on va voir quelles sont les opportunités que représentent ces technologies pour arriver à nos fins. Commençons par François. Nous sommes présentement 7 milliards d'habitants sur la planète, dont 3,5 milliards dans les agglomérations urbaines, ce qui cause un stress phénoménal sur nos infrastructures et qui aussi nous force à innover, souvent avec des moyens de plus en plus petits. Il est maintenant reconnu que les investissements en infrastructures sont essentiels à la croissance du PIB d'un pays ou d'une nation. Nous avons principalement investi au cours des dernières années sur nos infrastructures physiques, donc nos ponts, nos aqueducs, etc., etc. Nous sommes présentement comme à créer nos infrastructures virtuelles, nos réseaux de fibres, nos réseaux Wi-Fi, etc. Donc, on peut voir, même à la Ville de Montréal, c'est quelque chose qui est hyper important. On pense qu'il est présentement temps de penser davantage à créer des infrastructures qui sont intelligentes, c'est-à-dire qui vont combiner à la fois les infrastructures physiques et les infrastructures virtuelles pour nous permettre d'innover et de créer des trucs qui vont nous coûter moins cher à opérer à long terme. Cependant, des défis demeurent. Entre autres, présentement, entre les différents cycles d'un projet, la donnée est principalement perdue. Donc, l'ingénieur civil fait un truc qui passe au suivant et passe au suivant, mais souvent, ce sont des plans 2D. C'est ce qu'on appelle la mortalité de l'information. Donc, cette information-là n'est pas sémantiquement riche quand elle passe d'un acteur à un autre. Ça vient en contraste avec ce qu'on définit comme la mobilité de l'information. Mobilité de l'information, ce qu'on entend par là, c'est le fait que l'information peut passer de manière sémantiquement riche d'une phase à l'autre du projet. Il est maintenant facile de créer des images 3D à partir de différents scanners pour ensuite les utiliser en ingénierie, les utiliser pour faire la simulation, la fabrication intelligente avec des tags RFID et autres, pour ensuite utiliser cette même information-là en construction et finalement en gestion de la performance afin d'assurer le cycle de vie de l'information dans un projet d'infrastructure afin que nos infrastructures soient plus faciles à créer, plus intelligentes. Il y a certains facilitateurs, les réseaux rapides presque partout en tout temps, les appareils mobiles de plus en plus accessibles et de moins en moins chers. Multiples nouveaux senseurs et imagerie 3D sont maintenant chose du commun. Processing dans le cloud, donc est-ce que c'est possible de déléguer certains des calculs dans des infrastructures hyper performantes?
Standards et interopérabilité, qu'on parle d'OGC, d'AFC et d'autres multiples autres standards qui nous permettent de facilement échanger cette information-là entre les différents types de professionnels. Prenons un exemple très, très concret. Dans chaque ville du monde, on remercie ici la Ville de Montréal pour les images, il y a des infrastructures souterraines d'eau, d'aqueduc. Il est maintenant possible d'aller chercher la donnée du SIG 2D, de la convertir de manière semi-automatique ou automatique en données 3D, qui pourrait être utilisée par le designer, par l'ingénieur civil pour faire son travail, s'assurer qu'il n'y a pas de clash de son nouveau design avec les infrastructures existantes. Ensuite, ce design-là pourrait être passé à un contremaître qui, lui, utilise un iPad ou une tablette Android sur le terrain pour simplement voir en réalité augmentée les infrastructures qui seront potentiellement implantées, vérifier que tout est bien fait, peut-être même scanner cette infrastructure-là avant que le trou soit rempli, et cette même information-là pourrait retourner dans le SIG 2D ou tout simplement rester dans une forme numérique pour être utilisée dans un projet ultérieur dans la même région. Pour favoriser la mobilité de l'information, une des informations qui suit tout le cycle du projet, c'est la réalité. Tout projet se fait toujours dans un contexte de réalité. On veut savoir quelles sont les infrastructures qui l'entourent et sur lesquelles elles s'assient. Historiquement, donc quand on commence un projet, on commence toujours un peu avec le syndrome de la page blanche. Où est-ce que je vais collecter l'information sur la réalité dont j'ai besoin pour faire mon projet? Historiquement, on faisait appel à la photo aérienne, au service des arpenteurs. J'ai bien dit historiquement. Afin de constituer le modèle numérique de terrain et aussi de capter toutes les infrastructures avoisinantes avec lesquelles ma nouvelle infrastructure doit se connecter. Mais le problème, c'est souvent les infrastructures ne sont jamais à jour. L'information est soit non disponible ou les tels que construits n'ont jamais été à jour, donc les gens sont obligés de tout recapturer avant de commencer un projet. La question qui est ouverte, c'est comment aujourd'hui pourrait-on mieux faire ça et toujours avoir la réalité à jour? Un peu comme Anthony disait ce matin, il disait on veut avoir l'information toujours en temps réel. Qu'est-ce qui va nous aider comme facilitateur pour ça? Il y a plein de nouvelles technologies qui sortent à chaque mois, c'en est fascinant, autant côté grand public que côté professionnel. Et on pense qu'il faut profiter de ces opportunités-là à tous les jours, dans les moindres petites opportunités, pour changer le monde. Donc, il ne faut pas avoir peur de changer notre façon de faire. Prenez par exemple, tout le monde ici a probablement un téléphone intelligent, un bien grand public, qui a un GPS, qui a un capteur de mouvement et qui peut prendre des résolutions d'images de mieux en mieux. J'ai même lu 40 mégapixels récemment. Alors, les techniques d'ajustement de ces images-là sont devenues de plus en plus sophistiquées et peuvent même produire des points de cloud à partir des photos qu'on a prises avec des appareils photo. Donc, on arrive avec des photos qui sont placées en 3 dimensions et qu'on peut mesurer selon la précision qui est nécessaire pour certains cas d'utilisation. Aussi, il y a maintenant beaucoup de périphériques qui permettent de scanner en mobilité, en point de cloud, l'environnement qui nous entoure. Par exemple, on peut même marcher à vitesse d'homme ou sur un véhicule avec un device et obtenir avec ça un modèle 3D OK, il y a un peu de processing après, mais quasi utilisable immédiatement. Et évidemment, les drones. Les drones sont devenus très, très populaires, sont super spécialisés. On peut même définir le plan de vol et le drone par lui-même revient avec une donnée. Et avec un post-traitement relativement rapide, on obtient un modèle 3D à des coûts très abordables. Ce qui nous permet d'imaginer des scénarios comme celui-ci, c'est-à-dire passer un drone à tous les jours, toutes les semaines, sur un plan, sur un projet de construction, par exemple, pour qu'en bout de ligne, on ait un tel que construit temporel qui montre toutes les étapes. Comment est-ce que tout le monde, on peut profiter de toutes ces nouvelles choses? On pense que c'est en permettant d'accumuler toutes ces données dans un cloud, en les téléchargeant et en les indexant, tout en indexant l'information qui vient de toutes sortes de sources, comme GeoFO qui était mentionné ce matin, et procurer aux gens une interface très facile pour dire « je vais travailler dans cette zone-là », donne-moi toute l'information qui est disponible, soit qu'on a acquis avec ces nouveaux périphériques,
ou qui viennent de serveurs pour avoir le résultat, en résultat toute la réalité qui a rapport à mon projet. Oups. Je vais supposer de passer au suivant. À toi, François. Comme nous l'avons mentionné plus avant, un des drivers importants permettant la mobilité de l'information, ce sont les applications mobiles. Les applications mobiles peuvent nous servir à répondre à plusieurs besoins. Donc, l'inspection, réponse au désastre, l'inventaire, l'installation de nouveaux services, l'opération de maintenance et de réparation. Cependant, les défis demeurent. La personne qui est devant la tablette n'est peut-être pas une personne qui est hyper sophistiquée au niveau informatique. Donc, on doit faire une interface utilisateur qui doit être simpliste, mais à la fois performant, qui rencontre les besoins. La connexion Internet mobile est souvent défaillante, surtout dans des zones éloignées. D'accord? Même en ville, c'est difficile, puis c'est souvent très cher. La performance des tablettes, quoique de mieux en mieux, ça demeure que ce n'est pas aussi puissant qu'un ordinateur desktop. La fidélité graphique et la performance d'application doivent aussi être regardées afin de vraiment bien répondre aux besoins des techniciens spécialisés. De plus, le marché des systèmes d'opération est très fragmenté. On a Windows mobile, on a iOS et on a Android. Il y en a sûrement d'autres qui vont sortir. Donc, comment s'y retrouver? Dans quelles conditions météo je devrais travailler? Est-ce que c'est une tablette qui sera dédiée à une seule et même application ou je devrais l'utiliser aussi pour faire mes emails ou remplir mes notes de la fin de la journée comme technicien? Mais surtout, le défi le plus important, c'est qu'on travaille avec du big data. D'accord? Donc, une connexion Internet pour transporter des emails, ça va bien, mais pour transporter un modèle 3D d'une ville avec le souterrain, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Ou que ce soit aussi l'imagerie ou les points de cloud. Toute cette information-là, on doit la rendre disponible aux gens du terrain et c'est de la big data. Il existe principalement deux types d'applications qui sont disponibles sur le marché. Une solution de type web browser ou de solutions natives qui vont vraiment utiliser toute la puissance de la tablette et du système d'opération. On peut voir ici sur cette diapositive-là qu'il y a des forces et faiblesses pour les différents types d'applications. Cependant, on pense que pour les applications reliées aux infrastructures, il est beaucoup plus pratique d'avoir une application de type native, donc qui va travailler souvent en mode semi-connecté, qui va nous permettre d'avoir toute l'information locale sur notre tablette pour vraiment bien servir les besoins des techniciens ou des ingénieurs qui travaillent au niveau des infrastructures. Cette donnée-là doit être rendue disponible tout simplement à ces personnes-là qui sont sur le terrain. Il y a différents modes. On peut parler tout simplement d'un outil desktop qui fait une publication vers ces outils mobiles-là. On plug notre câble USB et voilà, on est parti. Ou, plus compliqué, d'avoir un serveur qui roule à l'intérieur de notre organisation. Ou, encore plus sophistiqué, d'avoir un cloud qui roule, peut-être dans un espace public. Selon le type d'organisation, l'utilisation, ces différents types de modes d'accès-là sont disponibles à vous et selon votre niveau de maturité au niveau des TI, etc., votre niveau, le type de données que vous devez transmettre, si c'est de la donnée qui doit être sécurisée ou pas, vous devez choisir le type d'accès selon vos besoins. Une des technologies qui est super utilisée aujourd'hui au niveau mobile, c'est la petite base de données SQLite, qui est une merveille de l'ingénierie moderne, je pense, qui permet en fait de placer à l'intérieur de cette base de données-là à peu près n'importe quelle taille de données. Donc, en terminant, les applications mobiles ont vraiment un rôle important. On a deux types d'applications, donc à vous de choisir les bons types d'applications selon vos besoins. Si on veut avoir des infrastructures plus intelligentes dans une ville plus intelligente, j'aimerais discuter ici de quelque chose qu'on appelle l'optionnerie multidiscipline. Alors, portez pas en peur si vous ne connaissez pas ça, c'est un terme qu'on a inventé, alors ça va venir dans quelques minutes. Dans tout projet d'infrastructure, il y a plusieurs disciplines qui sont impliquées. Alors, typiquement, on va commencer avec l'aspect géospatial et civil, et qui, selon les requis, vont essayer de trouver l'option, parmi plusieurs options, qui représente les meilleurs coûts et répond aux requis. Le résultat de leur travail va être ensuite utilisé par les ingénieurs en structure qui vont eux autres aussi étudier différentes options en fonction de leur discipline et qui vont arriver aussi à un résultat
qui va être amené à l'acteur suivant. Prenons par exemple mécanique et énergie dans ce cas-ci. Mais qui me dit que l'ingénieur en mécanique n'aurait pas préféré passer sa ventilation ailleurs et avoir les structures placées autrement afin d'avoir la meilleure qualité d'air possible au meilleur coût à long terme? Qui me dit que côté énergie, on n'aurait pas préféré pivoter l'édifice de 10 pour avoir un meilleur ensoleillement, avoir une meilleure énergie à long terme et diminuer des coûts à long terme de beaucoup plus que ce que l'ingénieur civil a diminué en se basant sur combien de quantité de terre il a enlevé. Tout ça pour dire qu'il faut penser globalement, qu'il faut essayer de faire interagir les différentes options que chacun envisage, mais en même temps, de façon intelligente, bien sûr, afin que l'option à long terme soit celle qui satisfait le plus toutes les conditions pendant tout le cheminement. C'est ce qu'on appelle l'optionnerie multidiscipline. Pourquoi se donner cette peine-là? Parce que c'est compliqué, c'est notamment beaucoup plus cher au début d'un projet. Il faut prendre du recul et regarder globalement comment est-ce que coûte un projet. Alors, un projet d'infrastructure, on regarde que la majorité des coûts n'est pas au début lors de la planification ou lors de l'ingénierie, n'est pas à la fin, c'est pendant l'opération, souvent 40, 50, 60 ans que dure l'infrastructure. On ne pense pas toujours à ça au début d'un projet, au coût à long terme. Alors, c'est pour cette raison qu'on pense qu'il faut opter pour l'optionnerie dès le début, investir un peu plus à ce niveau-là pour sauver beaucoup plus tard. Quels sont les défis auxquels on fait face? Premier défi qui revient toujours, la mobilité de l'information entre les différentes disciplines. Ils utilisent des logiciels différents qui ne se parlent pas forcément ensemble, c'est déjà un problème. L'autre, c'est le temps requis pour faire ces analyses et peut devenir exponentiel en fonction de toutes les combinaisons qu'on veut essayer. La solution qu'on propose, c'est utiliser des standards pour faciliter la mobilité de l'information. On a déjà mentionné tantôt OGC, ISO. On a introduit aussi un container chez Bentley qu'on appelle le e-model qui peut transformer ces différents standards-là. Et aussi l'utilisation du cloud computing. Donc, c'est une plateforme avec de la performance illimitée et qui nous permet de lancer peut-être 100 ordinateurs en parallèle qui font toute l'analyse de différentes options en même temps et donc, avec un temps réduit, arrive avec des résultats. On a d'ailleurs une plateforme en expérimentation qu'on appelle les Scenario Services dans laquelle on investit pour ça. Un autre aspect de l'information, c'est la réalité augmentée. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé comment est-ce qu'on pouvait prendre la réalité et l'amener dans nos projets, au bureau. Cette fois-ci, je vais plutôt parler comment on peut prendre un projet et l'amener dans la réalité, parce que l'information la plus à jour qu'on peut avoir sur la réalité, c'est forcément sur le terrain. Il n'y a rien de mieux que ça. Alors, depuis plusieurs années, on fait toutes sortes d'expériences. À sa plus simple expression, la réalité augmentée, c'est de dire, je m'en vais sur le terrain, je prends mon appareil, la caméra de l'appareil me fait voir mon entourage et je peux superposer de l'information appropriée sur mon appareil. Ici, on avait un trou d'homme, on peut avoir des lampadaires. Mais si on veut avoir quelque chose de plus dynamique, de plus user-friendly, on peut très bien imaginer quelqu'un qui tient une tablette, puis chaque fois où il regarde, l'information appropriée se superpose à ce qu'il voit. Par exemple, l'information de cadastre de propriétaires pour des propriétés. Si on veut visualiser un nouveau design, une nouvelle architecture in situ, on peut la visualiser de cette façon-ci, par exemple en superposant une nouvelle passerelle ici entre deux édifices. Ou si on veut aider un opérateur qui fait, par exemple, l'entretien du réseau public, du réseau d'eau, on peut afficher des instructions directement au-dessus de la borne fontaine ou des choses qu'il doit faire. Alors ça, c'est un cas. Par contre, on aimerait peut-être aussi voir ce qui est invisible, sous l'asphalte, derrière les murs. Par exemple, avant des travaux d'asphalte, on fait des marquages, puis aussitôt qu'on fait la première pelletée, les marquages sont disparus. Ici, on a imaginé l'idée d'un trou virtuel. Alors, sur place, quelqu'un pourrait voir un trou qui montre les infrastructures souterraines, qui montre exactement où sont placés les tuyaux, peut-être avoir une coupe qui lui permet de
transporter sa coupe et voir à quelle profondeur il peut mesurer exactement avant de creuser. Toutes sortes d'expériences qui peuvent être beaucoup bénéfiques pour sauver du temps et diminuer les erreurs. Une autre idée, c'est quand on va pour une rénovation, plutôt que d'amener des plans grand format qui sont très difficiles à manipuler. Là, je suis un petit peu en avance. Ah, sinon, ça attend. Problème du présentateur. Ces grands papiers-là sont difficiles à manipuler et ne sont pas facilement fusionnés avec l'édifice. Donc, ici, l'idée, ce serait peut-être de lire un QR code sur le plan, puis avoir un appareil qui nous permet de prendre le plan qui est au bureau numérique et de le fusionner directement avec l'édifice qu'on regarde. Par exemple, ici, on pourrait avoir les cotes et exactement le devis de ce qu'il y a à faire, ou même ouvrir l'édifice et regarder l'infrastructure qu'il y a dans l'édifice existant, si elle est disponible. Ou encore, plus intéressant, avoir un trou virtuel dans l'édifice qui nous montre quelles sont l'électricité, la tuyauterie, peut-être dans un cas de désastre, par exemple, pour être capable de faire une intervention et de marquer aux bons endroits. Alors, c'est toutes sortes de recherches qu'on fait, ça, en réalité augmentée depuis plusieurs années. Et puis ici, j'ouvre l'invitation à savoir, pour continuer nos recherches, tout ça n'est pas disponible aujourd'hui, mais pour continuer nos recherches, on est ouvert à toutes sortes de cas d'utilisation que vous auriez. Donc, ne vous gênez pas de nous en faire part, puis on pourrait imaginer un partenariat de ce côté-là. Donc, en résumé, la mobilité de l'information se définit comme le concept qui permet à l'information de traverser les différentes phases d'un projet de manière intelligente, de nous permettre d'optimiser le design, la construction et l'opération de nos infrastructures, et ça dans le bien commun, afin de réduire les coûts à long terme de ces infrastructures-là que nous devons créer. Pour faire ça, ça prend des gens comme vous, des experts géospatiaux, qui vont permettre à toutes ces disciplines-là de se géo-coordonner. Parce que l'ingénieur civil et autres, ces gens-là ne sont pas habitués de travailler dans des systèmes de coordonnées. Il faut remettre en question les idées préconçues, briser les silos et rester à l'affût des technologies de pointe. Finalement, il faut oser innover. Merci de votre temps. Merci au Géocongrès de votre invitation. Merci.